personnes convoquées à 9 h, s'il vous plaît. Vous pouvez vous présenter dans la queue. Présentez les convocations et les récépissés, s'il vous plaît. C'est la salle numéro 5, au rez-de-chaussée. حاول أنك تجاوب على الأسئلة بتاعهم مباشرة. دائما تفهم السؤال وتجاوب على السؤال مباشرة. Ma famille, mes enfants, je ne sais pas où ils sont. Et c'est aux autorités françaises et de la liberté que je demande la protection. Maître, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Lacour, Madame le rapporteur, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y ait eu ces manifestations, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elles aient été réprimées dans le sang. Parce qu'il y a quand même... les autorités ont parlé d'un policier qui avait été tué, mais en fait, il y a eu aussi des manifestants qui ont été tués. Les policiers ont tiré à balles réelles sur les manifestants. Donc ça a été extrêmement violent. Pour moi, c'est évidemment un statut de réfugié, une protection conventionnelle qu'il faut envisager puisqu'il y a une coloration politique. Mais néanmoins, il serait intéressant de vous interroger aussi sur la protection subsidiaire compte tenu de ce qu'on sait et des rapports qui sont donnés sur les arrestations des personnes qui sont rapatriées après un refus de demande d'asile sur le tarmac de l'aéroport à Kinshasa. Et ces gens-là peuvent être immédiatement arrêtés et maltraités en détention. Pour toutes ces raisons, je vous demande bien évidemment d'annuler la décision du directeur général de l'OFPRA, d'accorder à M. Aya, en premier lieu, bien sûr, le bénéfice de la protection conventionnelle et de vous interroger, le cas échéant et à titre subsidiaire, sur l'application de la protection subsidiaire. C'est la difficulté du métier de juge d'asile, d'essayer d'approcher la vérité, de protéger ceux qui doivent l'être, de ne pas protéger ceux qui ne doivent pas l'être, avec les moyens que nous avons. Les gens ne connaissent pas l'histoire de ces gens-là, supposent que ces gens-là viennent pour prendre leur place, pour manger leur pain, alors que si eux étaient placés dans leur situation, ils demanderaient exactement la même chose, parce que c'est un mécanisme foncièrement humain de devoir penser à protéger ses enfants, à ne pas laisser sa famille exposée, à essayer de faire en sorte de leur offrir éducation, santé, et un avenir à peu près stable. Qui étaient, selon vous, les responsables qui vous a torturé? En fait, je ne peux pas vous dire exactement. Parce que quand j'étais détenue et violentée, les personnes s'habillaient en civil. Voilà un Kurde qui est arrêté et qui dit même aux forces de l'ordre « Non mais emmenez-moi voir le parquet ». Parce qu'au tribunal, peut-être le parquet sera au courant. Peut-être qu'il aura le droit à un avocat. Il a peur de quoi en réalité, Madame la Présidente, messieurs? Il a peur de subir une exécution extrajudiciaire. Et très rapidement, il va quitter le pays.
elle risquerait de se faire exciser en cas de retour au Nigeria. Et donc, pour cette raison, moi, je vous demande d'accorder à l'enfant le statut de réfugié en raison des risques qu'elle encourt d'être excisée ou à défaut de lui accorder la protection subsidiaire. Dans sa demande d'asile, Madame soutient qu'elle craint d'être exposée à des persécutions ou à des atteintes graves en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en RDC. En septembre 2022, elle a révélé son homosexualité à sa sœur, laquelle l'a dénoncée à l'ensemble de sa famille. Elle a ensuite été séquestrée par sa famille, laquelle l'a soumise à des séances de délivrance. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Moi, j'ai été étonnée par le récit de votre première relation à l'âge de 9 ans avec Myriam. Donc, je m'étonne de l'aspect très factuel de votre récit devant l'office. À 9 ans, madame, on n'a pas une idée de ce genre de choses. Donc, je m'explique pas ce que vous avez pu ressentir, les sentiments que vous avez pu avoir à ce moment-là. Avec Myriam, je comprenais pas les sentiments là, mais j'aimais ça. Je voulais qu'on puisse avoir des... J'aimais ce qu'elle me faisait, parce qu'elle a déjà meilleure amie. Ce ne sont pas des personnes qui sont accusées, ce sont des personnes qui viennent faire reconnaître un droit d'asile. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir la vision de ce qui se passe devant la Cour nationale du droit d'asile comme une juridiction pénale. On est devant une juridiction administrative où les personnes viennent faire valoir leurs droits. Donc elles viennent faire reconnaître leur droit à une protection. Je l'avais rencontré en Grèce. Ce monsieur-là a m'aidé pour traverser la mer Égée et la mer. Comment vous faites, dans un laps de temps très court, pour avoir un passeport d'emprunt et avoir les documents de voyage nécessaires pour partir? Et j'avais pris un peu le temps de rester à Congo-Brazzaville avec ma copine, là où j'étais hébergée. Donc, j'ai parti avec lui aussi au marché et j'ai économisé aussi de l'argent avec elle. Ce n'était pas la question, madame. La question, c'était comment vous faites pour vous procurer des documents de voyage très rapidement, parce que vous parlez d'un passeport de ressemblance, donc c'est un passeport d'emprunt à l'OFPRA. Comment, en très peu de temps, on arrive à avoir quelque chose qui permette d'aller jusqu'en Grèce? Le mari de ma copine chez qui je résidais m'a aidé à obtenir ce document d'emprunt. Vous avez donné combien pour ce document? Je l'avais donné 700 €, 700 $. Mais à l'OFPRA, vous parlez de 1 000 $. 1 000 $, c'est ça. Et notre travail va consister à peut-être pointer les incohérences, se faire préciser des points obscurs après l'entretien, des choses qu'on n'a pas bien compris. Où était la personne à tel moment? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pour se faire une opinion. So when are they starting? But I think now we are the next one. Wow. Oh, they started? Yeah, they started. Oh. You have a night bus? Yeah. Yeah. As long as we get to close our eyes or I get to watch movie. Yeah. Did you sleep that night? Wow, I was so tired. Yeah. You know, I worked 7 hours. C'était un parcours administratif particulièrement difficile puisque elle est arrivée en Italie, elle a été récupérée par un réseau, elle a été prostituée de force pendant plusieurs mois. Elle a sa fille qui était issue d'un viol par l'un des membres du réseau. Donc elle a fui aussi le réseau en Italie pour venir se protéger en France.
C'est là où c'est aussi, à mon sens, une grande difficulté du parcours de l'asile. C'est-à-dire que ces femmes, on va leur demander de raconter leur viol 5, 6, 7 fois. C'est-à-dire qu'elles ont déjà parlé à une association généraliste, elles ont déjà potentiellement fait ce parcours de l'asile en Italie ou en Grèce ou ailleurs. Donc elles ont déjà raconté leur histoire et elles vont leur raconter devant l'OFPRA. Et puis ensuite, elles vont le raconter à l'association, à l'avocate, et puis ensuite, elles vont le raconter devant la CNDR. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est contraire, en tout cas, au droit européen, qui nécessite de, justement, éviter toute retraumatisation de ces victimes. C'est quand même des récits où, la plupart du temps, les gens ont quand même connu des aventures qui sont particulièrement douloureuses. Et vous vous apercevez aussi que sur ce côté souffrance, douleur, vulnérabilité, les autorités françaises sont totalement aux abonnés absents. Hein, il y a quand même une chose, depuis 30 ans ou 40 ans, on réclame qu'il y ait un service psychologique de soutien aux demandeurs d'asile. Il n'existe rien de rien. À mon sens, la difficulté avec la Cour nationale du droit d'asile, c'est qu'ils vont se fonder pour refuser des demandes de protection internationale sur les déclarations des victimes aux audiences. De même qu'ils attendent qu'il y ait une logique chronologique. Or, on sait, les études démontrent que ces victimes qui ont un état de stress post-traumatique très important peuvent avoir leurs discours qui sont incohérents, ou tout ne va pas être cohérent, tout ne va pas être parfait. Et en fait, si vous voulez, ça, il faut le prendre en considération justement dans les décisions qui sont rendues. Quand nous, on apporte des éléments démontrant qu'elles ont été victimes, qu'on apporte des certificats médicaux, qu'on apporte des suivis psychologiques, qu'on apporte des attestations d'associations qui sont reconnues d'utilité publique par l'État, qui sont financées par l'État parfois, qui sont sérieuses, qui sont reconnues dans leur domaine, en fait, ça suffit pas. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'on va se retrouver avec des femmes polytraumatisées à l'audience qui doivent avoir le discours parfait, le discours cohérent, la victime idéale, hein, ça on y est aussi. Hein. On ne peut pas être impassible, enfin c'est pas possible. Donc, en tout cas moi, ma manière de me préserver, c'est qu'il faut quand même arriver à se dire que nous sommes des juges, que nous sommes là non pas pour juger d'une personne, mais d'une situation, et de vérifier que cette situation relève du droit d'asile, et que la personne peut être très émue et très affectée par des faits qui se sont déroulés après avoir quitté son pays d'origine, notamment par, je pense à toutes ces jeunes femmes nigérianes qui sont enrôlées dans des réseaux de prostitution et qui passent plusieurs mois, voire quelquefois plusieurs années en Libye, où elles subissent les pires sévices sexuels qui soient. Donc il faut savoir faire la part des choses sans renier et sans nier la douleur et la souffrance de la personne et de son ressenti. Mais il faut savoir aussi ne pas en tenir compte au moment de la décision, puisque au moment de la décision, ce que nous devons examiner, c'est les craintes par rapport à son pays d'origine en cas de retour et les faits qu'elle a vécu ou qu'il a vécu dans son pays d'origine, et non pas au niveau de son parcours d'exil, qui sont souvent de toute façon dramatiques. Ah, c'est un signe. Voir pour ton dossier russe ou pas? Ouais, j'ai réussi un peu à comprendre la façon dont je dois regarder le dossier. Après, c'est pas très clair sur certains trucs, notamment surtout les questions de date de la convocation, la présence de certains tampons des autorités russes. Parce que du coup, ton requérant, il a été convoqué? Il n'a rien produit du tout. C'est l'avocat, au dernier moment, qui nous a indiqué qu'en fait, il a été enrôlé dans l'armée russe et il a déserté, quoi. Ouais, il faudra l'inviter à... Ouais, du coup, dans le rapport, je vais l'évoquer, je vais inviter la formation de jugement à vraiment le questionner là-dessus pour savoir s'il a vraiment des craintes en raison du conflit, quoi. D'accord. Voilà.
Dès lors qu'il y a un conflit armé, on applique les textes européens qui permettent d'accorder une protection subsidiaire automatique dès lors que le niveau de violence est d'une haute intensité dans cette partie du pays ou dans l'ensemble du pays. On a eu le cas de l'Ukraine, où effectivement il a fallu qu'on prenne parti sur le fait qu'il y avait un conflit en Ukraine et quels étaient les risques pour les civils en Ukraine, parce que ça ouvrait droit à la protection européenne. Et donc on a regardé région par région, oblast par oblast, quelle était la situation du front et les risques pour ensuite pouvoir statuer sur les demandes. On a eu aussi tous les changements en Afghanistan qui ont été très importants, donc avec la situation avant la chute de Kaboul, après la chute de Kaboul, avec des évolutions depuis la chute de Kaboul. On a le cas en Somalie aussi. La situation somalienne est une situation qui est extrêmement mouvante et sur laquelle on est amené très régulièrement à faire évoluer notre jurisprudence. করোনার পরে আমি একটা ধর্মীয় বিপণী বেতানের দোকান দেই এবং স্যার এই দোকানটা দেওয়ার পর থেকেই আমাকে স্যার মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা আমাকে বিভিন্ন সময় স্যার যেখানে পেত আর যে ফোন দিয়ে আমাকে যে কোনো সময় আমাকে হুমকি দিত। Quand est-ce que son magasin a été attaqué? ওটা হচ্ছে 14 এপ্রিল 2022. 14 avril 2022. Bon. Et là, vous avez écrit comme le lendemain, c'était le dimanche de Pâques. Et c'était quand Pâques? তাহলে ইস্টার কবে এটা? ইস্টার 16 তারিখ ইস্টার ছিল। 14 তারিখে 16 avril. Non. Si. Non. Le 17 avril. 17 avril, pardon, voilà. Oui. 17 avril 2022. Le lendemain du 14, c'est pas le 17. Donc, il est attaqué 14 avril, en jour de vendredi. C'est ça. Oui. Donc, c'est pas le lendemain, était le dimanche de Pâques. C'est ce qui est écrit là. La Cour, elle a lu votre dossier. Donc, les informations que vous avez données, ils vont vous reposer les questions pour voir si vous dites la même chose. Si vous dites des choses différentes, vous allez vous faire... En réalité, nous, on ne s'occupe que d'une petite partie des difficultés des requérants, puisque ceux qu'on récupère sont ceux qui ont réussi à échapper à des conditions de voyage, à des opérations... de blocage, à des obstacles multiples. Parce qu'elle m'a dit, sa femme, elle habite maintenant Kolkata. Oui. Kolkata, on église le Holy Cross. Bon, quand est-ce qu'elle est partie en Inde? C'est une information importante, ça. Voyez, vous me répondez ça et vous me dites Calcutta. Si on ne percute pas... Quand tu écoutes l'histoire dans ta langue, oui. Après le traduire en français, c'est pas pareil. Ils n'ont pas la même émotion. Non. Toi, on l'écoute en original en fait. En version originale, oui. Parfois, je passe toute une journée. En fait, je passe mal la journée jusqu'en rentrant chez moi, mes enfants. Ah, t'as quelque chose, t'es calme. En fait, je vis. Dans ma tête, je continue de vivre la scène, personne, ouais. ce qu'il a fait. Oui. Je me dis, parfois, est-ce que ça vaut la peine que je continue ce boulot? Mais il y a parfois, surtout du Nigeria, il y a des tragédies. Oui, parce que les filles sont victimes de tellement de choses. Oui, de traite de personnes, non? Ouais. C'est généralement des filles. Dans la prostitution et tout. Vous voyez le parcours. Des jeunes filles. Quelqu'un qui arrive finalement, se retrouve avec un enfant, peut-être dont elle ne connaît même pas le père. Et tout je crois que ça continue ici aussi, en France aussi. Oui, bien sûr. Oui. Donc c'est. J'avais entendu, j'avais vu des documentaires. Comment cette femme est partie? Qu'est-ce qu'elle a connu comme étape? Non, vous avez envie de pleurer. Je pense d'ailleurs que les juges font un très gros effort parfois de rentrer dans la compréhension de la culture qui permet que tu te retrouves dans telle ou telle situation. Ils font cet effort-là. Mais ce n'est pas toujours évident parce que leur cartésianisme, leur manière de percevoir les choses, d'évaluer, de faire, est toujours en dichotomie avec la manière dont les autres
dont le réfugié, j'allais dire, a géré son parcours. Tout à fait. Il y a une dame qui quittait aussi l'Afrique de l'Est, là, une fois, je crois, l'Ouganda, et qui devait descendre en Afrique du Sud. Bon, elle était fatiguée, elle s'est endormie. Il y avait justement un conflit familial aussi. Elle s'est endormie dans le bus. On lui demande les villes qu'elle a traversées. Mais elle était incapable de le dire. Voilà. Parce qu'elle dormait. Dans la culture occidentale, tu dois te rappeler tout ça. Si on te réveille, on te dit tu es arrivé à Austin, quel jour, tu vas donner la date. Mais nous, on n'est pas habitués à gérer ce... Alors, à plus forte raison de quelqu'un qui vient du village. Ils n'ont pas le sens du détail. Pour le requérant qui ne parle pas français, les interprètes, ce sont les seules personnes qui les comprennent réellement. Et j'ai envie de dire, pour le coup, simplement dans le fait de parler sa langue d'origine, on est beaucoup plus à l'aise. Et pour le requérant, l'interprète, qu'il soit froid, chaleureux, il y aurait une incidence. Parfois, ils connaissent bien le pays, ils connaissent très très bien le pays, donc ils savent comment un mot peut tout changer. Bu dosya numaranı zaten orada yazıyor ve senin davetin üzerinde aynı zamanda bugün hangi... J'ai eu un interprète ce matin, sincèrement, qui d'abord il traduisait mal, et non seulement il traduit mal, mais il oublie. Donc je considère qu'aujourd'hui qu'il y a de nos clients qui n'ont pas le statut de réfugié, aucune protection, non pas parce qu'ils n'ont pas pu répondre aux questions, mais parce que c'est le fait des interprètes. Il n'est pas prévu, ce qui est assez impensable, voire déraisonnable, d'interprète au titre de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas d'interprète au titre de l'aide juridictionnelle en cabinet d'avocat, veux-je dire. Évidemment, à l'audience, il y a des interprètes. Donc nous ne pouvons pas recevoir nos requérants et requérantes avec un interprète, sauf s'ils le payent. On est un peu tout seul. Effectivement, on est dans une situation où on doit malgré tout travailler. Et la seule façon de débloquer cette situation, c'est de passer par... moi, typiquement, c'est ce que je fais par Google Traduction. Ça vient ajouter finalement de la complexité dans la complexité, ce d'autant qu'on est sur un contentieux très spécifique, très particulier. Et contrairement à ce que pense la Cour encore aujourd'hui, il n'y a pas de conspiration entre l'interprète, l'avocat et le justiciable. L'interprète, il est neutre, il fait son travail. Oui, il est venu nous aider parfois, il ne le fait plus. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'être viré, tout simplement. D'ailleurs, il découvre l'affaire à l'audience, pour justement ne pas avoir de préjugés dans sa manière de traduire. Et pour nous, c'est essentiel, parce qu'il doit traduire de la manière la plus objective possible, la plus neutre possible, pour que nous, on puisse aussi statuer de la manière la plus neutre possible et la plus impartiale possible. Il y a quelques... Ouais, des points qu'on avait vus. Voilà. Ouais. Je pense que... Moi, je suis plutôt positive, mais à la fois réservée parce que je ne peux pas vous vendre du rêve. Sur le statut, je pense que s'il est difficile à obtenir, mais la protection subsidiaire, qui est tout à fait correcte aussi et qui vous permet de rester en France de façon tout à fait régulière, moi, je pense qu'on partirait plus sur une protection subsidiaire. Je ne pense pas qu'elle va franchir le pas. J'ai pu rencontrer mon client physiquement avant l'audience, mais tout s'est fait par téléphone, préalablement à l'audience. Et la première chose qui m'a semblé être un point fort dans ce cas d'espèce, c'était sa présentation. Parce qu'effectivement, il était très occidentalisé. Justement, il ne mesurait peut-être pas assez l'enjeu de cette audience. J'ai dû lui dire, attention, c'est maintenant, c'est un lieu d'écoute, c'est un lieu de recueil de votre parole, il faut la délier. Pour revivre encore vos peurs une énième fois, pour revivre encore vos traumatismes, et c'est maintenant qu'il faut nous expliquer ce qui s'est passé. Nous faire à notre tour vivre vos souffrances, car nous n'étions pas là, précisément. Et j'étais plutôt très confiante, ou du moins, quant à son attitude, je n'avais pas de doute que ça allait plutôt bien se passer. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour maître. Madame la rapporteure, nous écoutons votre rapport. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur Ilis, se déclarant de nationalité tunisienne, est né le 20 avril 2000 à Bizerte, en Tunisie. En 2016, il a pris conscience qu'il voulait renoncer à sa confession musulmane. Au mois de mai 2018, après avoir atteint l'âge de 18 ans, il a fait part à sa famille de son choix. Il a été menacé de mort par son père, qui lui a également infligé de mauvais traitements.
Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 7 novembre 2020 et a rejoint la France le 7 novembre 2021 après avoir résidé 1 an en Italie. Sa demande a été rejetée par l'Office au motif que ses déclarations relatives à la prise de conscience de son apostasie sont apparues sommaires et peu personnalisées, à l'instar des persécutions alléguées de la part de son père. C'est dans cet état que se présente cette affaire devant la Cour. Merci Madame la rapporteure. Bonjour Monsieur. Monsieur, quelles sont vos craintes en cas de retour en Tunisie? شنو هما المخاوف ديالك في حالة ما رجعت لتونس؟ أنت خايف من واش؟ خايف من العذاب. J'ai peur de souffrir, j'ai peur de mourir. D'accord. Vos parents fréquentaient la mosquée à Bizerte? Ma mère faisait la prière à la maison. Oui, mon père y allait. Avant mon départ ici, il y allait les 5 fois par jour. Quand vous avez pris la décision d'annoncer à votre famille donc votre volonté de vous distancier de cette religion musulmane, est-ce que vous vous remémorez le jour où vous avez annoncé ça à vos parents? Oui, je me rappelle de tout. Et de toute façon, je ne peux pas oublier ça. Ça ne peut pas sortir de ma tête. D'accord. Qui alors était présent? Toute la famille. C'est-à-dire? Ma mère, mes sœurs, mon frère aîné et mon père. Donc, quels sont les mots que vous avez utilisés? قلت لهم باش ناخذ القرار باش ما عادش نتبع الدين. Je leur ai dit que j'avais décidé de ne plus suivre la religion, que j'avais décidé de ne plus faire la prière, ni observer le jeûne du mois de Ramadan. كي يهز عنده الصحن اللي قاعد ياكل فيه يهز يعني الماكله اللي فيه بكل شيء ويضربني به. Je me concentrais spécifiquement sur mon père parce que je redoutais, j'avais des attentes par rapport à sa réaction. Et donc, quand j'ai fini de parler, il a levé la tête et il m'a dit « Mais quoi? Comment ça? Moi, je n'ai pas ce genre d'enfant. Je n'ai pas d'enfants qui font ça. » Et donc, il a saisi l'assiette qu'il avait devant lui, qui était remplie de nourriture, et il l'a lancée sur moi. D'accord. Et l'assiette, elle vous a blessé? Non, pas vraiment. Je l'ai eu sur le côté de l'épaule, on va dire. Oui. D'accord. Ils ne l'ont pas du tout accepté. Et donc, l'incohérence, c'était le récit de l'altercation avec son père au moment où il lui annonce qu'il renonce à sa religion. Et là, le récit qu'il en a fait à l'audience n'était pas le même que celui qu'il a fait à l'OFPRA. Il fallait, à mon sens, s'attarder sur oui ou non. Croit-il en une religion? A-t-il réellement renoncé à l'islam? Ou est-ce une brèche qui lui est ouverte pour demander une protection internationale? Encore faut-il que le juge soit convaincu, parce qu'il peut se dire, là encore, c'est du préfabriqué. Donc il vient me répéter des informations qu'il a recueillies en vue de cette audience. Donc finalement, c'est compliqué. Dans certains endroits à Paris, il est possible d'acheter des récits clés en main. Alors, après, est-ce que ce récit clé en main donne l'assurance d'être protégé? Non. Quelqu'un qui a des réponses complètement convenues et qui s'exprime en termes très généraux sans donner d'exemples concrets, on a un peu plus de mal à croire à son histoire. D'accord. Merci, monsieur. Maître, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais déjà, en premier lieu, saluer le courage de monsieur aujourd'hui, qui lui vaut d'être devant vous aujourd'hui, car il s'est affranchi d'une religion, et sachant qu'il allait, bien sûr, au-devant de grands problèmes. Et on le voit aujourd'hui. Lorsqu'il a pris cette décision d'annoncer à ses parents qu'il ne voulait plus être musulman, il ne savait pas qu'il rentrait dans de l'apostasie, et qu'en Tunisie, on y reviendra, c'est compliqué. Mais surtout, il vient quand même vous dire que c'est une décision qui n'est pas apparue comme ça du jour au lendemain. Il ne s'est pas réveillé puis il s'est dit je suis fatigué de cette religion. Non, dès l'âge de 17 ans, il avait cette réflexion. Elle était en cheminement. Et c'est ce qu'il vous oublie de vous dire, parce que c'est vrai que je pense qu'il est un petit peu aussi impressionné. C'est ce qu'il oublie de vous dire. Et quand il a eu 18 ans, pourquoi 18 ans? Parce qu'il s'est dit au moins je suis adulte, j'ai ma majorité. Donc je vais pouvoir en tant qu'homme annoncer à mon père et affronter mon père
que je ne désire plus adhérer à cette religion. Pourquoi? Parce que pour lui, elle était trop restreinte. Enfin, elle comprenait trop de restrictions, d'interdictions. Alors, il n'a pas été précis, je le regrette, puisque sans violer le secret professionnel, il me disait tout simplement, moi je voulais me porter une boucle d'oreille. On le voit aujourd'hui, il n'a plus le faire. Je voulais me coiffer comme je voulais. Il y a des dossiers dans lesquels la preuve est manquante. Je ne peux pas prouver que mon client ne croit en rien. Mais alors il va falloir que j'apporte quel type d'argument. Le juge est en train de délibérer. Comme j'ai dit, ça va aller vite, c'est un juge unique. Donc, c'est d'abord la rapporteure qui va expliquer votre affaire, faire une synthèse, d'accord? Là, on n'intervient pas. Si besoin, vous avez la traduction, mais vous, c'est en français. Ça sera bon. Alors, toi, bébé, tu ne vas pas pleurer comme ce bébé. Tu vas être très calme pendant toute l'audience, d'accord? Voilà. Bon, je vais voir où ça en est, d'accord? Bonjour Madame la Présidente. Messieurs. Je vais prendre le dossier turc qui est avant, sur le créneau de 14h. Et moi après? Non, parce que je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Je suis en train, je pars, je rentre chez moi ce soir. Je suis attendue en plus. Donc c'est très difficile pour moi de décaler ce soir. Donc je m'interdis de manifester mon courroux. Mais d'habitude, je fais le maximum, mais là j'ai perdu beaucoup de temps sur le précédent dossier. Le monsieur a beaucoup pleuré. Je pensais que ça irait plus vite, que j'aurais le temps de prendre votre référente. Et là, on a regardé les dossiers. Si on veut le faire proprement, on peut. Nous sommes toujours contents que vous passiez du temps sur les dossiers. Le problème, effectivement, c'est pour la requérante. Mais il y a une convocation qui va être assez rapide. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est posé la question, c'est tout ça. Vous avez compris, madame? Oui, j'ai compris. Je suis désolée, j'aurais voulu passer votre dossier, on a regardé ce qu'on pouvait faire, mais c'est pas bien, ça n'aurait pas été bien pour vous. Madame demandait si ça allait être long. 2 mois à peu près. Les justiciables devant la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas le droit de travailler. Ils n'ont pas de revenus. Ils n'ont pas plus de 300 € la plupart du temps. Parfois, ils sont sans domicile, etc. Il faut bien voir les conditions dans lesquelles ils vivent. Et pour le justiciable, c'est une attente supplémentaire, une angoisse, il faut bien le dire pour certains et certaines, une angoisse très forte. La difficulté de la Cour, c'est que elle se sent tenue par des obligations de production quasiment comme une unité industrielle, et ça, c'est quand même très gênant. La meilleure preuve, c'est que le standard fait que sur chaque journée, la Cour estime pouvoir juger 13 affaires par jour, quelquefois 12. C'est impossible. Vous savez que je fais le maximum. Oui, je sais très bien, je sais très bien. Très bien. Voilà. Merci. C'est bon? C'est bon, les documents sont là? Ouais. Allez. Merci Madame la greffière d'appeler la première affaire du rôle. Merci Madame la Présidente. Affaire numéro 1, Monsieur Rébéré Neloy, assisté de Maître Piquois et de Monsieur l'interprète en langue bengali. Bonjour Monsieur. Monsieur, pour quelle raison avez-vous quitté le Bangladesh? মূলত কোন কারণে আপনি বাংলাদেশ ত্যাগ করছেন?
ম্যাডাম বাংলাদেশ ত্যাগ করার আমার কারণ হচ্ছে স্যার ম্যাডাম আমি বাংলাদেশে ওইরকমই ভালো Monsieur Ribeiro, pour comprendre le traitement de son dossier, il faut garder à l'esprit que c'est un Bangladais. La problématique que soulève cette minorité chrétienne, c'est effectivement la volonté de la majorité au Bangladesh, compte tenu de la mode actuelle, d'un islamisme violent. Donc ces groupes islamistes s'appuient sur leurs forces pour vouloir effectivement considérer que le Bangladesh doit être un pays pour les musulmans et que ceux qui ne sont pas musulmans sont invités à dégager. Oui, Madame le Président, Mesdames, le requérant est incontestablement bangladais et s'appelle Monsieur Ribeiro. Pour l'office, évidemment, les persécutions des chrétiens au Bangladesh par des extrémistes religieux, ça n'existe pas. L'office semble ignorer que la communauté portugaise a colonisé le Bangladesh et que les églises dans sa région remontent au XVIIe siècle. L'intéressé donne ses coordonnées, il parle de sa ville, de son canton et de son district. Eh bien, l'OFPRA réussit à faire des fautes d'orthographe dans chacun de ces lieux géographiques. Alors, vous me direz que ce n'est pas pour l'orthographe qu'il y a lieu de s'intéresser. C'est que les lieux géographiques, vous prenez les cartes, juste des cartes, pour trouver l'endroit où il y a son église, pour trouver l'endroit où il y a sa boutique et pour comprendre. Eh bien non, ils ne veulent pas comprendre. Et c'est ça qui est insupportable. Alors, dans le calendrier religieux, après Noël, quelle est la grande fête suivante? C'est celle de Pâques. Donc, lui, il vous dit qu'il est effectivement attaqué le 14 avril. Vous pourrez vérifier, le Pâques a bien eu lieu le 17 en 2022. Tout ça est parfaitement vérifiable. Et qu'est-ce que fait l'OFPRA? Rien. Je ne sais pas ce que l'OFPRA comprend de la situation. Vous avez un discours de ce garçon qui n'a jamais varié, qui tout à l'heure encore a répondu du mieux qu'il pouvait à vos questions, parce que c'est vrai que je vous rappelle que c'est la première fois de sa vie qu'il rencontre un tribunal. Et que si on demandait à tous les Français de venir s'expliquer devant un tribunal, on en verrait pas mal bégayer, hésiter, être mal à l'aise, et c'est tout à fait naturel. Encore une fois, ce n'est pas une profession de demandeur d'asile. Donc, il vous a expliqué ça de façon authentique, sincère, et c'est ça que vous demande la Convention de Genève. Vous savez que je n'ai rien inventé, que ces islamistes fondamentalistes sont extrêmement violents, qu'ils sont capables de me tuer, que les autorités, pour leur faire plaisir, sont capables de m'enfermer pendant des années, alors qu'il est totalement innocent. Et je pense que vous n'aurez absolument aucun doute là-dessus. Voilà pourquoi nous vous demandons le bénéfice de la protection au titre de la Convention de Genève. Merci. Merci, maître. L'affaire est mise en délibéré. La lecture de la décision est prévue pour le 13 février prochain à 11h. Le regard croisé de 3 juges est important, est essentiel, et qui permettra nécessairement d'affiner la décision et de prendre la meilleure décision possible. Est-ce qu'il n'est pas plus simple de protéger? Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir des juges? On met un distributeur sur le trottoir et c'est bon. Un juge, ça fait du droit. Un juge, ça raisonne. Un juge, ça fonde cette décision sur des éléments précis. Donc, est-ce qu'on a assez pour protéger ou pas? C'est la question qu'on se pose à chaque fois.
On est quand même un pays où des réfugiés peuvent devenir Premier ministre ou Président de la République. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense que l'Arménien, M. Balladur, s'en souvient, que M. Sarkozy, le Hongrois, s'en souviendra aussi.